produire et nous, la mission, on pose la thématique. C'est nous qui problématisons. Parce que hier, vous n'en avez pas trop parlé du concours non harcèlement, Ouais, donc mais c'est on important. voulait pas trop, parce que Mais c'était pas la même thématique, mais là, effectivement. Et du coup, donc, on problématise ensemble et on essaye de rapprocher l'œil du réalisateur à celui du concepteur, du conceptualisateur, je sais pas comment on dit, concepteur, du concepteur. Le concepteur, c'est qui? C'est l'élève, tu veux dire, ou c'est vous? Si tu veux, on problématise. On problématise, ouais. En fait, on prend le clip qui a soulevé une problématique intéressante. Bonjour à vous qui nous regardez sur ce joli plateau, la Web TV du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en direct du Salon de l'Éducation. Nous sommes le dimanche 24 novembre et je suis très heureuse de vous accompagner déjà depuis 2 jours et encore aujourd'hui. Alors, vous nous avez déjà suivis sur des thématiques telles que l'école inclusive, telles que enseigner à l'étranger. Et puis, vous vous souvenez, on a également traité la question du harcèlement. Et nous allons à nouveau en parler ce matin et notamment parler de cette campagne qui a été lancée cette année. Et avant de vous présenter mes invités, je vous invite à regarder ce film. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Oh, attention, hein, baisse les yeux, je dis. Il bouffon, hein. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble? Bon, ça suffit. Ça, c'est du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. Un film, voilà, en 30 secondes, j'ai les frissons, rien qu'avec cette baseline, à plusieurs, on est plus fort contre le harcèlement. C'est votre film, Laetitia Berteuil. Vous êtes la réalisatrice de ce film que vous avez réalisé avec Imanaga, référente de la mission harcèlement au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse au sein de la DGESCO. Comment avez-vous conçu, écrit, pourquoi cette thématique-là, à plusieurs, on est plus fort contre le harcèlement? Laetitia Berteuil. Eh ben, vous dites que c'est mon clip, mais c'est surtout en fait le clip de l'Éducation nationale et des élèves en fait du collège Toulouse-Lautrec, donc à Toulouse. Puisque c'est dans ce lycée que vous avez tourné, dans ce collège que vous avez tourné. Oui, exactement. Puis c'est un peu le principe du concours non harcèlement. En fait, les élèves écrivent, réalisent un clip. Qui participe à un concours et nous, avec le jury des professionnels de la communication, on sélectionne un clip et justement qui va être problématisé par l'équipe de Imanaga, donc qui a un comité d'experts qui va aider à problématiser un petit peu ce que les jeunes ont mis dans la vidéo. Donc c'est avant tout le clip des jeunes de Toulouse-Lautrec et puis le clip des collégiens français, quoi. Ça veut dire que ces jeunes, ils ont identifié qu'on est plus fort lorsque ensemble on lutte contre le harcèlement, parce que la problématique, c'était que tout seul, on ne se sentait pas capable de lutter contre le harcèlement que l'on peut constater dans une classe. Oui, parce qu'en fait, je pense que ce qui est important et ce qu'on a beaucoup senti cette année, mais on avait commencé à le sentir un peu l'année dernière, c'est que Iman et Laurent et l'équipe harcèlement au ministère, ils ont fait un travail, maintenant un gros travail depuis 3 ans autour de ces clips justement, et en fait ils aident les enseignants, je pense, et les élèves à problématiser un peu qu'est-ce qui se passe quand on se fait harceler, ce qui permet que les jeunes, ils ont une compréhension de plus en plus aiguë, et à mon avis c'est la première étape pour aller mieux, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir le déjouer un petit peu, et du coup ce travail ils l'ont vraiment fait, et du coup ça permet cette année d'aller plus loin, et on sentait que les jeunes dans leurs clips ils avaient compris ça. Ils avaient 2 choses, on comprenait que pour eux c'était très important le collectif. C'était aussi des élèves du PE2A, donc c'est des élèves qui sont pas allophones, qui sont allophones, c'est ça, donc qui parlent pas forcément, le français n'est pas leur langue première, et on sentait que malgré leurs différences, ils avaient réussi vraiment à s'unir, et pour eux c'était ça l'important, et on sent qu'il y a une grosse solidarité entre eux, parce que j'imagine quand on ne parle pas une langue et qu'on est plusieurs élèves qui parlent pas, entre eux ne parlent pas la même langue, mais ils ont réussi à s'unir en fait pour être plus forts en fait,
dans un pays qui n'est pas le leur à l'origine. Et du coup, ça se dégageait très fortement de leur travail. Et ils avaient vraiment envie de parler de ça. Et puis d'être un héros, en fait, quand on va contre le harcèlement, on est un héros parce qu'on ne sait pas on sait pas au-devant de quoi on va, en fait, quand on est un élève. C'est facile en tant qu'adulte de se dire... On prend des risques. Voilà, bon, c'est pas vraiment un risque, mais en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, on va au-devant de problèmes qu'on ne connaît pas, en fait. Et les jeunes, les harceleurs, souvent, sont en groupe, puisque le harcèlement, c'est une problématique de groupe. Hein. S'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de harcèlement. Le système d'écho, scolaire, un peu, en tout cas. Voilà. Voilà. Et du coup, ce que voulait dire Iman, en fait, ça lui tenait énormément à cœur et ça tombait bien parce que les jeunes, ça leur tenait beaucoup à cœur aussi. Du coup, les deux choses se rencontraient. C'était de dire, ok, les harceleurs sont en groupe et en groupe, ils sont forts et ils font peur. Mais vous pouvez aussi être en groupe positif. En fait, Iman disait, voilà, faut que les jeunes, ils sentent qu'en groupe, eux, ils peuvent être plus forts et au lieu de rivaliser d'intelligence, de subtilité pour se moquer, pour être méchant, pour acculer un élève, on peut se mettre en groupe et rivaliser d'intelligence et de spiritualité et de tout un tas de choses, et même d'humour pour être autour d'un élève et pour l'aider et en fait pour le sortir du harcèlement. Parce qu'en réalité, si on dissout le groupe de harceleurs, il n'y a plus de harcèlement et c'est mieux comme ça, quoi. Voilà. Iman Aga, vous êtes vraiment très structurée dans la lutte contre le harcèlement. Je vais présenter nos deux autres invités justement pour bien comprendre dans quelle mesure finalement tout signalement est véritablement traité et au plus près du terrain. Tout d'abord, Mirenchou Bakri, vous êtes directrice générale de l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France et vous opérez donc avec le 30-20 pour le ministère. Et puis à vos côtés, Laurent Boireau, membre de la mission en charge des violences en milieu scolaire au sein de la DGESCO. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vous deux. Vous travaillez de concert avec Iman Aga. Je rappelle que vous êtes référence à la mission harcèlement au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Comment ça se passe? Là, on voit un clip où il y a des jeunes dans une cour d'école. On ne voit pas vraiment d'adultes dans ce clip. Comment ça se passe finalement quand on est jeune et qu'on vit une situation de harcèlement? Comment faire en sorte que ça s'arrête si les autres ne s'y opposent pas? Comment on fait, nous, pour essayer de diminuer, arrêter ce harcèlement? Alors, le choix que l'on a fait pour cette campagne, c'était de faire un focus sur les premières manifestations des faits de harcèlement et de renforcer le groupe qui est témoin de ces phénomènes et de leur montrer aussi la manière de s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il était très très important pour nous de faire ce focus sur ce groupe qui peut créer la bascule et aller se ranger du côté de l'élève cible. Après, la suite logique, c'est effectivement d'aller aider son camarade et si les harceleurs, les intimidateurs continuent, voilà, ces élèves doivent en informer l'adulte qui, lui, va prendre en charge la situation. Voilà. Si, par hasard, il n'y a pas ce groupe de soutien positif, eh bien, le conseil que l'on donne aux élèves, aux témoins, aux familles, c'est évidemment d'en parler à un adulte de confiance dans l'établissement scolaire. Et si ces faits sont révélés en dehors de l'espace scolaire, par exemple le samedi, eh bien, ils ont la possibilité de contacter la plateforme du 30-20 pour pouvoir signaler les faits, en fait. Donc, je regarde Mirenchou, je pense que c'est à toi de développer ce point. Un numéro gratuit que tout le monde peut appeler pour quelle situation, avec quel espoir derrière pour débloquer cette situation? C'est déjà une possibilité pour les parents et les enfants de se confier, de raconter ce qu'ils vivent. Et s'ils viennent sur ce numéro, c'est pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls face à la situation, mais bon nombre d'entre eux viennent chercher des conseils, un guide pour savoir agir. Et puis pour d'autres, c'est absolument impossible de réaliser quelque chose de concret avec les enseignants ou les référents scolaires auxquels ils ont affaire. Et ça nécessite pour nous de les accompagner via une transmission de cette situation. Alors avant d'en arriver là, il y a tout un travail d'écoute
qui écoute? Qui sont les personnes qui écoutent? Ce sont des professionnels de l'écoute, de l'aide à distance, puisque l'association, depuis plus de 30 ans, gère des dispositifs d'aide à distance en direction des familles et des jeunes. Donc ils sont formés par l'association au moment de leur embauche. Ils sont double écoutés régulièrement. On vérifie la qualité de la réponse, la qualité de l'utilisation des outils qui sont mis à disposition, qui nous permettent, je crois que c'est important aussi de le dire, même si c'est pas ça qui directement va prendre en charge la situation, mais de rendre compte auprès de nos financeurs, qu'est le ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence, de rendre compte d'un état des lieux sur le nombre d'appels et le contenu de ces appels. Parce qu'on a quand même, nous, à traiter les situations les plus difficiles, les plus terribles, que sont ces victimes qui subissent des violences répétées du matin jusqu'au soir, avec très peu de répit entre le moment où ils rentrent chez eux et le moment où ils retournent à l'école, puisqu'on sait qu'il peut y avoir du harcèlement au-delà des murs. Chez les plus petits, c'est moins évident, mais il faut savoir quand même que pour ces parents, c'est compliqué à gérer. D'abord parce qu'eux-mêmes sont mis à mal. Quand ils découvrent que leur enfant est harcelé, ils se sentent coupables, extrêmement malheureux, comme s'ils avaient la possibilité d'entrer dans l'école pour les protéger de tout ce qui peut les arriver. On sait à quel point c'est pas évident de pénétrer dans un établissement scolaire. Donc tout ça, c'est extrêmement difficile à gérer. C'est pour ça qu'on a des appels assez longs. Et on essaye aussi de permettre à ces parents de trouver, une fois l'appel terminé, un lieu de suivi et de réconfort sur le territoire où ils résident, puisque nous disposons d'une base d'adresses utile qui nous permet de donner au moins une adresse. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en saisir, mais je pense, de toute façon, l'expérience le montre que c'est nécessaire, que ces familles ne soient pas seules tout le temps de la procédure pendant laquelle le harcèlement va être traité. Et ça, c'est pas l'Éducation nationale qui va le gérer, sauf si elle a les moyens de mettre à disposition des temps d'écoute psychologues, médecins. Bon, on sait que c'est pas forcément le cas. Et donc, il existe des dispositifs dont il faut savoir se saisir en dehors du système scolaire. Donc le 30-20, on peut le contacter tous les jours, ce numéro. Est-ce qu'il y a des horaires, des jours d'ouverture du numéro? Donc le numéro est accessible tous les jours de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Très bien. Voilà. Et derrière, il y a un relais avec les référents académique, justement, pour tout le maillage territorial au plus près donc, des établissements. Alors c'est un relais virtuel puisque c'est une transmission via un dispositif sécurisé. Donc nous, on n'est pas en contact direct avec les référents. La seule chose qu'on a mis en place depuis l'ouverture de cette ligne, avant que même qu'elle soit un numéro court, c'est de préconiser, j'ai envie de dire d'exiger, que le référent y prenne d'abord contact avec la famille avant de s'embarquer dans une démarche auprès des enseignants, des responsables de l'établissement, parce qu'on sait très bien que si ça ne se fait pas dans ce sens-là, déjà la moitié du travail est fichu. Il va falloir tout recommencer. Parce que pour les parents, c'est être interpellé par les professionnels de l'établissement où se trouve le jeune, alors qu'ils ne sont pas préparés à ça. S'ils sont venus chez nous, au téléphone évidemment, s'ils ont souhaité qu'il y ait une transmission, c'est qu'ils ne sont pas en capacité, quelles que soient les raisons, on n'est pas là pour les juger, de faire la démarche eux-mêmes. Pour eux, c'est trop difficile. Laurent Boireau, vous aussi, vous êtes aux côtés des familles ? Oui, absolument. Myriam Chou l'a dit, c'est très important ce maillage qui existe. Ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y ait aucune situation qui reste sans traitement. Et vous savez, dans les phénomènes de harcèlement, ça a été dit lors de la table ronde hier, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur aussi de ce qui peut advenir du traitement, et en particulier des représailles qui pourraient advenir. Donc ces différentes sources, que ce soit les acteurs de l'établissement, les acteurs de proximité finalement, ou un tiers neutre, le 30-20, ou le référent harcèlement académique ou départementaux. On a maintenant 310 référents sur l'ensemble du territoire. C'est fondamental que ce soit les uns ou les autres, qu'il y ait ce traitement qui s'opère. Donc effectivement,
pour un certain nombre de situations, parfois les plus enquistées, mais pas forcément, il y a une prise de relais de la part du référent académique et d'un point de vue très opérationnel des 3 référents par département harcèlement qui vont effectivement jouer aussi ce travail d'empathie, d'écoute et d'accompagnement, de décryptage de la situation auprès des familles, et puis qui vont aussi, c'est quand même important de le dire, jouer ce travail aussi d'accompagnement et de décryptage, notamment pour voir ce qui a été mis en place auprès des directeurs d'école ou des inspecteurs du premier degré et des chefs d'établissement. Ce qui est fondamental, c'est que la situation soit connue, analysée, décryptée et que la situation soit prise en charge. Donc c'est vraiment les 3 fondamentaux à respecter. Cette prise en charge dans les établissements, est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu mieux? J'imagine qu'il y a des parents qui nous regardent, peut-être aussi des professeurs, une équipe encadrante. On disait que dans les établissements, ce ne sont pas que les professeurs, c'est aussi toutes les personnes qui font la vie d'un établissement. Donc comment, finalement, au sein des établissements, on peut intervenir? Comment ça se passe? Alors, le premier niveau d'intervention, c'est justement quand il n'y a pas de situation de harcèlement. C'est d'avoir un plan de prévention et tout un tas d'actions. Il a été fait mention du concours non-harcèlement, la mobilisation autour de la journée non-harcèlement, mais l'information préalable des parents d'élèves et des élèves qu'il y a des équipes pédagogiques qui seront attentives à l'état psychologique de l'enfant et attentives aux relations sociales des enfants. Je crois que c'est déjà un premier préalable extrêmement important en termes de prévention. Et puis après, si des situations surviennent, vous le savez, ça a été dit aussi hier, le harcèlement c'est une forme très spécifique de violence qui répond à une triangulation entre des intimidateurs, des spectateurs qui sont plus ou moins actifs, et puis un élève qui va être une cible éventuellement. Donc il faut absolument que les professionnels justement soient formés à la prise en charge spécifique de ces situations. Alors, ce vers quoi on essaie de tendre au ministère, c'est justement qu'il y ait à l'intérieur de chaque école et de chaque établissement ce qu'on appelle une équipe ressource, donc des professionnels, d'ailleurs avec des approches professionnelles très différentes, enseignants, psychologues, infirmières, CPE, etc., qui soient formés et qui, elles aussi, finalement, de la même manière qu'on a dit qu'il fallait que les élèves fassent groupe, fassent nombre et se mobilisent, et bien que cette équipe se mobilise et fasse un travail de décryptage et d'entretien avec tous les protagonistes pour faire en sorte que, notamment lors de l'amorce de la mise en œuvre de ces situations de harcèlement, eh bien, il y ait une prise en charge précoce et que on ne bascule pas de l'intimidation vers une situation de harcèlement qui serait une situation enquistée et qui du coup serait difficile à traiter. On parlait tout à l'heure du numéro 3020. Ce numéro, il est écrit, je crois, dans un document qui accompagne tous les élèves. Oui. C'est important de le dire. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est absolument fondamental. Alors, vous l'avez vu sur toutes les affiches, sur tous nos supports de communication, ce numéro figure. Vous avez aussi compris qu'il y a aussi un numéro dédié aux situations de cyber, le 0800 200 000. Justine Atlan était présente hier sur l'autre table ronde. On s'est rendu compte que ces numéros, il faut qu'on pousse encore vraiment la communication, la pédagogie de l'action en quelque sorte. Donc on a... Au même titre que le numéro des pompiers, de la police, on a le numéro contre le harcèlement. Absolument. Donc il a été décidé, et le ministre a décidé que finalement il fallait encore pousser davantage. On a profité de la journée non-harcèlement du 7 novembre de cette année pour bien faire écrire dans tous les carnets de correspondance des élèves, primaires et collèges, lycées, ces 2 numéros. Ce qui me semble fondamental malgré tout, c'est qu'on aille encore plus loin et que, comme vous le faites aujourd'hui, on explique bien le sens de l'action et ce que peut permettre l'appel à ces numéros en termes de ressources. Je rappelle notamment que quand on est élève et qu'on est victime et qu'on n'ose pas en parler à un adulte de proximité, on peut appeler. Mais ces numéros, ils sont aussi destinés aux professionnels pour avoir des conseils et une méthode d'action. Donc ça, c'est très important de le souligner aussi. Et le film, Imanaga, est-il diffusé dans les établissements avec peut-être derrière des explications, des personnes qui vont inciter peut-être à ce qu'il y ait des ambassadeurs non au harcèlement? Alors, on propose à l'ensemble des professionnels un site qui
qui s'appelle le site Non au harcèlement, qui est une banque de ressources évolutive, parce que plusieurs fois dans l'année, eh bien, on propose de nouveaux outils. On a à la fois une partie qui concerne la méthode d'action, donc proposer à la fois aux familles, aux élèves et aux professionnels des moyens de prendre en charge la situation, donc un onglet « Que faire ?» et il y a un volet dédié aux différentes ressources où il y a les différentes campagnes, les différentes thématiques qui ont été traitées, les différentes formes de harcèlement et les réponses à apporter. Et donc pour le film Les Héros, il y aura un livret pédagogique qui sera versé sur le site Non au harcèlement, qui permettra aux professionnels, enseignants ou autres, parce que ce site, cette banque de ressources, elle est aussi à la disposition en accès libre de tous les éducateurs qui gravitent autour du jeune, parce qu'on parle beaucoup de l'école, mais l'enfant, lui, sa vie ne s'arrête pas à l'école, il a des activités périscolaires, il a des activités sportives, il s'engage dans différentes associations et l'idée de ce site, c'est de pouvoir mettre à la disposition de l'ensemble de ces adultes qui accompagnent ces jeunes à une sensibilisation ardue, régulière, parce que ce sont des groupes qui évoluent entre eux et donc qui dit groupe dit nécessité de régulation et c'est pourquoi que dans chaque livret adossé au clip, au film, il y a un clip de 30 secondes mais il y a un clip pédagogique et ça c'est le très beau travail que Laetitia nous offre chaque année parce que ce clip, ce film pédagogique est très didactique et il permet aux professionnels de faire des zooms sur une partie des séquences et de discuter, d'échanger. C'est un moyen, c'est une opportunité d'aller encore plus loin pour mieux comprendre la problématique. Et donc le livret, il y a une partie où on a un apport théorique, une autre partie qui est dédiée à l'activité pédagogique. Donc tout est fait pour que vous puissiez vous saisir de cette question et en discuter très simplement, que ce soit pendant les enseignements. Je rappelle qu'il y a l'EMC, l'EMI, l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, mais également des heures de vie de classe ou sur des temps d'études, de permanence. Mais vous pouvez aussi, dans le cadre des séquences au CDI, vous en saisir et sur tous les autres moments périscolaires qu'on peut offrir aux jeunes. Merinchou Bakri, j'aimerais revenir vers vous pour parler des conséquences du harcèlement parce que on parle depuis 2 jours autour de cette table de toutes les solutions, de tous les dispositifs qui sont à disposition des familles ou des victimes ou évidemment de tous les témoins qui veulent dénoncer et effectivement signaler. Mais c'est important de bien comprendre que cette question du harcèlement, elle est très grave. Quels sont finalement les dégâts que peuvent, jusqu'où le harcèlement peut mener, quelles sont les conséquences d'un harcèlement chez un jeune, parce qu'on imagine bien un primaire, un collégien, un lycée, ils sont en construction ces jeunes. Jusqu'où cela peut-il aller? Je dirais qu'il y a des aspects multiformes. Ça va dépendre de où le jeune vit, comment il est entouré, comment il est tutoré par sa famille, par les adultes qui l'entourent. Et puis la capacité qu'il va avoir à le dire assez tôt à ses parents pour qu'effectivement quelque chose soit fait. Alors il y a des gamins qui s'en sortent mieux que d'autres parce qu'ils sont peut-être plus équipés. On leur a permis d'avoir plus d'assurance, d'avoir une estime de soi construite assez rapidement. Après, nous, ceux que l'on entend, c'est pas ceux-là. Ceux que je viens de décrire, on les rencontre dans le soutien à la parentalité ordinaire, sans que ce soit péjoratif de mon point de vue, où les parents se posent des questions, viennent à l'école des parents pour en discuter. Et puis il y a tous les autres, la majorité de ceux pour lesquels c'est une sacrée histoire qui leur arrive, c'est un traumatisme grave, avec une perte de l'estime de soi qu'il va falloir les aider à reconstruire. Alors au 30-20, on ne fait pas de suivi. Et sur le territoire national, heureusement, il existe des lieux où ils peuvent effectivement trouver
ce soutien et cet accompagnement, on utilise beaucoup l'orientation vers les maisons des adolescents. Alors les maisons des adolescents, c'est 12-25 ans. Pour les plus jeunes, j'en parle souvent à l'Éducation nationale, on n'a pas de maison de l'enfance qui permettrait de renvoyer les plus petits vers ces lieux où on peut ouvrir la porte et trouver une écoute. Bon, il y a d'autres lieux qui existent, mais ce sont des lieux qui sont difficilement accessibles parce que les délais d'attente sont énormes. Quand on a une situation qui nous arrive comme ça au téléphone, leur donner l'adresse d'un CMP ou d'un CMPP, bien sûr qu'on le fait, mais on sait que ça peut être 4, 5, 6 mois, même plus d'attente, alors que là, il y a de l'urgence. Les parents qui ont la possibilité d'aller payer une consultation chez un psychologue, c'est bien. Chez un psychiatre qui va faire une feuille pour être remboursé, il n'y a pas forcément de place. Ça, c'est la réalité. Oui. À peine se raconter des histoires, on est confronté à ça tout le temps. On a beau fouiller dans ce qu'il existe sur les départements pour essayer d'orienter au mieux, on reste un peu quoi face à l'indigence de certains lieux qui ne sont pas équipés, on le sait bien. Sur Paris, la région parisienne, c'est moins difficile. Et puis dans d'autres départements, on va avoir du mal. Alors après, il y a un médecin généraliste en qui on a confiance, il ne faut pas hésiter de consulter. Pour les plus petits, il y a les centres de PMI, jusqu'à 6 ans, on peut aller voir un médecin, on peut aller voir un psychologue. C'est un peu des moyens de bric et de broc à certains moments, mais il faut savoir aussi les mobiliser. Mais soyons clairs, le harcèlement peut aller très loin, c'est-à-dire dans les conséquences pour la victime. Si toutefois il n'y a pas de signalement, on parle parfois de tentative de suicide, voire de suicide. Est-ce qu'on peut quand même donner quelques chiffres? Pardon, je sais que c'est un petit peu journalistique, c'est cette question de chiffres, mais il faut quand même prendre conscience que si nous sommes tous là autour de la table, c'est que le sujet est grave, qu'il concerne quand même beaucoup de jeunes. Il y a la violence quotidienne. Bon, on pourrait passer outre, mais ça va plus loin. Iman Agha, est-ce que vous auriez une communication précise là-dessus? Alors, nous, on fait passer des enquêtes locales de climat scolaire et des enquêtes de victimation nationale. Et donc, le chiffre de cette victimation est de l'ordre d'environ 10%, 10,9% pour le harcèlement j'ai envie de dire, dans sa forme moins sévère et jusqu'à 5,6% dans sa forme la plus sévère. Donc on a un certain nombre d'élèves, au moins 1 sur 10, qui fait l'expérience malheureuse du harcèlement entre élèves. Donc c'est beaucoup trop. Donc à l'échelle des établissements, ça fait quand même beaucoup parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'élèves. C'est pour ça que le ministère prend ce sujet, vous l'avez dit, très très au sérieux. Et c'est pour ça que derrière, il y a une politique publique extrêmement volontariste qui est au plus près des territoires pour faire en sorte qu'il y ait une prise en charge efficace. Et c'est pour ça que depuis, ça a été réaffirmé le 7 novembre par le ministre, ce qu'on veut, c'est professionnaliser des acteurs qui seront en capacité de repérer le plus tôt possible cette violence dans les établissements scolaires et d'apporter une réponse opérationnelle. Il y a effectivement l'externalisation, la prise en charge du jeune, mais il y a surtout une organisation pour faire en sorte que, on assure la sécurité du jeune dans l'établissement scolaire et qu'il puisse retrouver sa place sereinement au sein du groupe d'élèves, mais plus globalement au sein de son établissement scolaire. Parce que souvent, le réflexe, et on l'a vu d'ailleurs hier lorsque nous avons animé cette table ronde, le réflexe, c'est changer d'établissement. Mais ça ne résout pas véritablement le problème. Parce que le jeune, il est toujours en souffrance, il est toujours dans la culpabilité. Et les harceleurs peuvent très bien s'en prendre à une nouvelle victime. Alors, nous, notre recommandation est très claire sur ce point. On ne souhaite pas que la victime change d'établissement. Voyez, parce qu'on finalement on se sent très coupable. C'est à nous d'organiser une réponse qui permette à la victime, à l'élève de retrouver sa place dans l'établissement scolaire. Et j'ai envie de dire que celui qui doit quitter l'établissement, c'est celui qui est sanctionné et qui a fait quelque chose de grave. Oui, parce qu'on a le sentiment d'être puni. Qu'on soit bien clair. Et j'ai envie de vous dire que nous, notre idéal aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on intervienne encore plus tôt et qu'à la première manifestation
d'un fait qu'on pourrait apparenter à quelque chose qui va ressembler à du harcèlement si on ne fait rien, eh bien, c'est de faire en sorte que, y ait régulation du groupe et qu'il y ait possibilité de réinstaller, de restaurer tout ce monde-là et de les remettre comme il faut dans leur classe et qu'ils puissent retrouver les enseignements. Donc j'ai envie de vous dire que notre idéal, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fait de harcèlement. Bien sûr. C'est ça. Notre objectif, c'est d'éradiquer ces phénomènes, même si, comme je l'ai dit hier, il y aura toujours une émergence, il y aura toujours un échec de la socialisation, mais tout dépend à quel moment vous intervenez. Si on intervient très très tôt, on a encore possibilité de réconcilier ces élèves, ces groupes, et de faire ce qu'un n'importe quel éducateur a comme mission, c'est-à-dire de faire en sorte que ces jeunes évoluent dans un espace et un environnement sûr, positif, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Mirenchou Bakri, vous voulez peut-être témoigner un mot pour conclure? Moi, je dirais que ce que vient d'exposer Iman, comme elle dit, c'est un idéal. Et c'est vrai que ça concerne les situations prises en charge très précocement. Lorsqu'on a d'autres situations vraiment enquistées, on s'aperçoit que ce sont les victimes qui doivent dégager. Et ça, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à eux à partir, mais ce n'est pas que dans le phénomène du harcèlement. L'actualité récente le prouve aussi. La victime, il faut qu'elle s'en aille. Donc elle est déjà punie une seconde fois pour avoir été victime. On est plus fort ensemble contre le harcèlement. Les personnes autour de la table sont unies et agissent ensemble, de concert, de manière coordonnée et véritablement avec un vrai maillage territorial pour que vous ne soyez pas seuls. Je rappelle le 30-20, je rappelle également le 0800 200 000. Imanaga. Je voulais juste compléter, en plus du 30-20, il y a des numéros académiques qui sont à la disposition des familles, donc qui complètent le 30-20. Donc si vous avez une difficulté à un moment donné pour joindre le 30-20, il y a également des numéros, donc un par académie, qui assure le même travail et qui va... donc ces plateformes vont pouvoir relayer au référent harcèlement. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Non Harcèlement pour retrouver ces numéros de téléphone académiques. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Une belle campagne qui va être diffusée évidemment dans tous les établissements. Oui, un dernier mot parce que vraiment on est très en retard. Absolument remercier Laetitia Berteuil et Rose Carpette. Voilà, qui nous suivent depuis le début. Rose Carpette, on précise. Rose Carpette, c'est donc une chaîne multi-réseaux sociaux pour les jeunes entre 12 et 25 ans. Et chez Rose Carpette, on s'engage depuis des années et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le ministère de l'Éducation nationale contre le harcèlement, toutes les formes de harcèlement, mais spécifiquement le harcèlement scolaire, le harcèlement sexiste et sexuel. Et du coup, voilà, on a à cœur d'être toujours derrière le ministère, puisque nous, tous les jours, on est confrontés aux jeunes qui vivent ce genre de situation. Et du coup, voilà, on est très heureuse de participer au combat. Et voilà, et je remercie aussi Golden Network, puisque Rose Carpette appartient à Golden Network, qui nous permet de nous engager sur des sujets, puisqu'on a fait un travail de médias, mais ils nous permettent aussi de nous engager sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme le harcèlement. Voilà, désolée. Merci à vos équipes qui sont extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Je rends l'antenne, comme on dit. À très bientôt pour une autre Web Télé. À tout de suite. Enzo aime la littérature et le collège. Ou plutôt, aimer le collège. Il voudrait réussir. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Oh, attention, baisse les yeux, je te dis. Tu vas faire quoi? T'as vu la photo de toi qui tourne? T'es éclaté. C'est bon, c'est juste un montage. Attends, t'as dit quoi là? Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis, bouffon, va. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble?
du harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça. On dirait que les grands mots. Faites pitié. Parce que t'as un autre mot, toi? Ça va? C'est bon, c'était pas pour être méchant. Tu vas bien. Kaina, Jason et Anthony sont des héros. Car aujourd'hui, ensemble, ils ont dit non au harcèlement. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement.